Good. Allez, c'est parti. Et Julien, Thomas, si vous voulez vous représenter, moi, j'ai pas besoin parce que tout le monde me connaît. J'ai cette chance là. Ça marche avec plaisir. Donc Julien, je suis un développeur fraîchement installé dans l'Orne et je me suis rapproché du collectif El Capitan. Et c'est là où j'ai croisé Guillaume et il m'a parlé d'assemblée virtuelle et de tout ça. Voilà en 2 mots. Ouais, donc moi je suis Thomas Francard, je suis consultant web sémantique. J'ai commencé à faire du web sémantique à Texico, à l'UTT, en 2001. Ça ne me rajeunit pas. Et voilà, j'ai travaillé avec Guillaume sur l'ontologie Perl, donc je connais l'AV depuis 3-4 ans. Donc on a travaillé sur l'ontologie Perl depuis 1 an. Et tu bossais avec Jean-Pierre Caillé, c'est ça? Ouais, j'ai bossé avec Voilà, Jean-Pierre. avec lequel on s'est croisé il n'y a pas longtemps avec Guillaume et voilà, Mm. présenter un peu ses travaux aussi. Salut Hans, si tu veux te présenter en 2 mots. Oui, bonjour. Donc Hans, je suis ingé info. Je suis actuellement vice-président d'une association en sciences cognitives et neurotechnologie. Et on a un projet interne en gestion de graphes de connaissances. Donc j'ai fait un peu aussi de web sémantique il y a une bonne dizaine d'années. Et je m'y remets un petit peu puisque j'ai eu vent de l'ontologie pair et de tout ce que fait l'assemblée virtuelle. Voilà. Trop bien. Il est 17h, on arrête peut-être le tour de présentation et on passe la parole à Thomas. Allez. Trop bien. Bon, en tout cas, on vous salue tout de même, hein, Romain, Michel, Gabriel. Donc je suis désolé, moi j'aurai une contrainte, et c'est pour ça que Guillaume fait vite, mais j'aurai une contrainte, je devrais vous laisser vers 17h40. Voilà. Comment on fait, Guillaume, je présente ou je partage mon écran? Sauf que je peux pas. Ah, il faut que je te mette... J'ai pas le droit. Make host. Allez, t'as le droit maintenant. Merci. Alors, je ne sais pas ce que vous savez de l'ontologie pair ou de ce que vous ne savez pas. Moi, je travaille avec, on regarde l'ontologie pair et je travaille dessus avec Guillaume depuis, on a des discussions là-dessus depuis 1 an et demi peut-être. Donc on est reparti d'une version d'ontologie pair qui existait déjà, qu'on a essayé de formaliser et la version à laquelle on arrive là, en fait, elle est à la conjonction en fait à la fois des idées et des envies que peut apporter Guillaume. Pardon, j'entends beaucoup de bruit. Il y a une tour d'école derrière. Ouais. Il faut couper le micro là où il y a l'école. Ouais, donc je disais qu'en fait, cette ontologie pair, elle est le fruit en même temps des idées et des envies qui sont apportées par Guillaume, en même temps de l'expérience de modélisation et de conceptualisation qu'a pu apporter Bernard Chagot et de son expérience aussi dans l'utilisation de YED, le graffeur avec lequel on a fait les diagrammes de conceptualisation et de documentation. Et puis, moi, j'ai pu apporter un aspect aussi sur la conceptualisation et la formation, et aussi sur l'aspect ingénierie et formalisation de ça dans Protégé, et aussi l'aspect dissémination et documentation des ontologies sur le web. Donc là, ce qu'on voulait montrer, c'était pair sur la base des diagrammes de modélisation. Donc en fait, on a 3 variantes de ces diagrammes, du plus simple au plus précis, on va dire.
Donc l'idée, c'est que les diagrammes, enfin en tout cas surtout le dernier, le plus précis, c'est qu'ils soient vraiment le plus proche possible de la réalité de la modélisation, quoi, pour vraiment capturer et donner à voir l'ontologie en un seul coup d'œil, quoi. Donc ça, c'est le premier diagramme, donc le plus simple. Bon. Est-ce que je peux zoomer un petit peu? Non, je vais rester comme ça. Cette première diapo, en fait, elle montre les grandes masses dans l'ontologie pair. Alors, je peux peut-être préciser aussi que le parti pris qu'on a eu, enfin, après aussi décision et discussion, c'est de faire vraiment de faire de pair une ontologie de domaine autonome, c'est-à-dire de ne pas chercher tout de suite à venir réutiliser des ontologies existantes, importer des ontologies existantes, mais à rester autonome sur le domaine que doit décrire pair, quitte à se réaligner ensuite sur des ontologies déjà existantes. Donc pair est complètement autonome, sauf sur la partie concept dont je vais vous parler là, donc sur la partie concept qui est en haut à gauche, puisque là, sur concept, on décide de s'appuyer sur l'ontologie SCOS, qui nous fournit quand même tout un tas d'attributs et de structures qui vont bien pour organiser les hiérarchies de classification, mettre des libellés, mettre des définitions, donc tout un tas d'attributs basiques et partagés et réutilisables qu'on décide de prendre tels quels plutôt que de respécifier des choses qui de toute façon seraient absolument identiques à ce que fournit SCOS. Et puis le focus de pair, il n'est pas vraiment sur cette partie, il est vraiment sur la partie modélisation d'écosystème, qui est pas celle-là. Donc dans les grandes masses de pair, donc on a trois grandes masses en bleu ici, les concepts, les objets et les sujets. Donc les sujets, c'est la partie principale qui va nous intéresser, hein, c'est tous les sujets métiers, hein, les sujets qu'on cherche à modéliser. La partie concept, donc c'est concept au sens de SCOS, c'est les entrées de classification, donc c'est les listes contrôlées, les hiérarchies de classification. Donc c'est là-dedans on retrouve les thèmes, les types, les champs d'activité. Et puis les objets, c'est les objets au sens objets porteurs d'informations, objets métiers, donc essentiellement des documents ou des dossiers. Donc il y a cette grande division dans ces trois grandes masses, un peu au premier niveau là, de pair. Et donc tout se passe après, enfin la plupart des choses se passent dans la boîte des sujets, hein. Puisque dans la boîte des sujets, on va retrouver là pour le coup deux grandes masses. Donc une grande masse qui s'appelle pair, qui va contenir en fait les projets, acteurs, idées et ressources. Une autre grande masse qui va capturer les intentions de ces éléments-là, donc les finalités, les enjeux et les moyens qui sont respectivement poursuivis, qui sont attachés ou que mobilisent des pairs. Et puis on retrouve aussi les lieux qui sont à ce niveau-là. Donc dans les pairs, pair, dans l'acronyme pair, il y a projet en fait. La boîte projet, elle ne se retrouve pas directement dans la boîte pair, elle se retrouve comme une sous-classe ici d'une boîte plus générique qu'on a appelée les activités. Donc là, on entend activité dans un sens conceptuel large, hein. Donc c'est toute action qui va être réalisée par un acteur avec une motivation particulière et des outils particuliers dans une temporalité donnée et éventuellement dans un lieu donné, hein. Donc tout ce qui est tâches, événements, projets, tout ça, ce sont des types particuliers d'activités. Et donc si on commence à rentrer dans cette boîte pair, donc on a les projets, j'en ai parlé, ils sont cachés en fait sous les activités. Les acteurs sont ici et aussi bien les activités que les acteurs sont considérés comme des agents. Alors agent, tout ce qui agit, donc là ça vient de discussions
assez pointu avec Bernard Chabot là, et qui vient de ses inputs sur une modélisation qu'il avait fait pour mapper des écosystèmes d'acteurs qui s'appelle EM2, où on va considérer comme agents non pas seulement des personnes ou des organisations comme on l'entend classiquement, mais aussi tout ce qui peut avoir des liens avec des ressources. Donc les agents sont entendus comme tout ce qui va être relié à des ressources ici, tout ce qu'il consomme, tout ce qu'il produit, tout ce qu'il utilise, tout ce qu'il propose, tout ce qui a besoin de ressources. Et donc à ce titre, la notion d'activité, donc les projets, les événements, de par les liens qu'elles entretiennent avec des ressources, sont considérés aussi comme des agents. Et un projet, en tant qu'il consomme ou qu'il a besoin de ressources, qu'il peut échanger les ressources, va être considéré comme un agent. Et puis, on a des idées ici. Donc, les acteurs suggèrent des idées qui viennent se concrétiser dans des activités. La boîte intention, alors du côté des intentions, voilà, c'est Guillaume qui pourra peut-être plus détailler cette partie-là, en tout cas sur la sémantique. Donc voilà, on a les notions de finalité, enjeu, moyen. Je ne sais pas, Guillaume, si tu veux expliciter cette partie-là peut-être. On peut les nommer différemment. On pourrait dire que la finalité, que ça concerne le pourquoi, les enjeux, le pourquoi, et les moyens, le comment. Et c'est des questions qu'on se pose très souvent quand on est dans des organisations ou quand on est dans des projets. Donc l'idée, c'est de permettre l'expression du pourquoi, et du comment d'une organisation, d'un projet, d'un événement, etc., avec un objectif dérivé qui pourrait être de faire du matching sur des finalités. Par exemple, on pourrait avoir une liste contrôlée de finalités, par exemple les objectifs du développement durable, et identifier sur tel objectif du développement durable quels sont les projets, les acteurs, les ressources qui sont positionnés là-dessus, quoi. Et ça permettrait du coup de contribuer à favoriser l'identification des acteurs sur une thématique ou sur une finalité donnée, et à favoriser le développement de collaboration, de mise en synergie, etc. Voilà, que ce soit sur les finalités, les enjeux ou alors les moyens qui sont mobilisés. Donc il y a un parti pris aussi là-dessus, qui a été aussi l'objet de pas mal de discussions, c'est que toute la boîte paire ici, aussi bien les acteurs, les activités, les idées que les ressources, toutes ces choses-là peuvent être caractérisées par leurs finalités, leurs enjeux et leurs moyens. Et donc on s'est beaucoup questionné, enfin j'avais challengé un peu l'idée que est-ce que vraiment les idées poursuivent des finalités ou ont des enjeux, est-ce que les ressources ont des enjeux, mais bon, il y a ça a été un parti pris du coup de dire en fait non, on veut que vraiment ce soit toutes ces entités-là qui puissent être caractérisées par leurs finalités, leurs enjeux et leurs moyens. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette première planche là. Ouais, petite. Juste la distinction entre les ressources et les acteurs et les lieux, elle est fondamentale ou pas? Parce qu'un acteur peut être une ressource, un lieu peut être une ressource. Donc, qu'est-ce qui différencie la boîte ressources de ces deux notions? Je réfléchis. Je pense qu'il y a des fois, en fait, il y aura des choix à faire entre où est-ce qu'on va placer une entité. Il est d'ailleurs pas exclu qu'une entité puisse être multitypée. Hein.
que la même entité puisse être considérée en même temps comme une ressource, en même temps comme un lieu, ou comme un acteur et une ressource. Ce ne serait pas... Ok. Les choses ne sont pas exclusives, mais ça dépend après des capacités, on en avait parlé aussi pas mal, ça dépend plutôt des capacités des outils à le faire, plutôt que de la modélisation. Ok. Voilà. Et deuxième question, après je m'arrête parce qu'il y en aura plein. Des caractéristiques de description de tous les objets qui vont rentrer dans ces différents... J'emploie sans doute pas les bons termes techniques, hein, mais désolé, de tous les objets qui vont rentrer dans ces différentes classes. Des attributs, des propriétés, j'en sais rien, on peut en inventer plein, elles ne sont pas toutes représentées ici, j'imagine, il y a tout un tas de concepts. Là, c'est les macro-concepts que vous présentez, et après, il y a de la donnée sous différentes formes qui peut être... Ouais, il y a de la donnée, mais en fait assez peu. Hein. D'accord, Il y a assez peu d'attributs descriptifs textuels, on va dire. d'accord, Pour l'instant, ça pourra s'enrichir, mais enfin, on a beaucoup plus travaillé sur l'articulation des entités entre elles, plus que sur les attributs descriptifs d'accord. de chacune. Mais il y a quand même des choses. Alors, il faudrait regarder en fait l'ontologie. Alors oui, donc tout ça, ça a été publié en ligne en fait. En fait, elle est en ligne sur le site de l'Assemblée virtuelle là, depuis hier. Ontologie/pair. Et je veux vraiment pas vous faire dériver dans le planning. Non, Hein. non, mais de toute façon, c'était bien de montrer ça aussi. Donc ça, c'est la documentation de l'ontologie pair qui est accessible suivant les bonnes pratiques de dissémination des ontologies à l'URI de l'ontologie elle-même, hein, donc virtualassembly.org/ontologie/pair. Vous arriverez là-dessus, il y a la négociation de contenu qui va bien, et donc ça permet aussi de lister ici, pour en venir là, les quelques data properties qui sont présentes dans l'ontologie. Donc il n'y en a pas beaucoup. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Qui servent essentiellement à caractériser les personnes. Voilà, c'était les noms, prénoms, mail, nom de famille des personnes, des libellés, des descriptions, mais voilà, il n'y a pas énormément de propriétés descriptives. D'ailleurs, il y avait Simon qui se demandait s'il était possible de mettre les images en tant que data property. Si c'est une image en ligne, c'est plutôt une référence à l'URL de l'image. Mais donc voilà, donc, non, c'est pas une data property, c'est plutôt une référence à une URL qui est l'URL de l'image. La question était un peu différente, sachant que on peut gérer des fichiers binaires non RDF dans des containers qui ont donc une URI, donc une URL qui rentre donc comme data property d'un sujet persisté. Et on aurait aimé rajouter juste la data property image dans n'importe quel objet de l'ontologie, mais ce n'est qu'une évolution. Et elle contiendrait quoi, cette propriété d'image? Une URI vers une image. Donc c'est une URI? Oui. D'accord. Donc c'est pas une data property. Oui. Ok, je suis d'accord. Mais à ce moment-là, on pourrait peut-être, ce serait un document en fait, tu vois, dans notre grande organisation là. L'image en fait serait dans la partie objet. C'est un objet porteur d'information, c'est un document. Ouais, mais le problème, c'est que le document, ça fait une transitivité et qu'on ne voudrait pas avoir de transitivité. On voudrait directement faire dépendre. On ne veut pas que l'objet est un document qui pointe vers une image qui est une URI. On voudrait que ce soit directement l'objet qui est comme propriété l'image. Oui, j'ai bien compris. Ouais. Donc on ne serait pas obligé de représenter et d'identifier et de décrire l'image en tant qu'objet dans le graphe, mais simplement on veut juste pointer dessus.
Mais peut-être ça peut me faire une transition avec la deuxième diapo. Donc la deuxième diapo, là, c'est le même diagramme, mais un petit peu plus élaboré. Et ce qui me fait la transition avec la question de l'image, c'est que là, en fait, les liens entre les sujets et les documents sont... là, on a une propriété qui s'appelle represent, represented by. Et donc, c'est cette propriété-là qu'on pourra utiliser pour dire un sujet est represented by l'URI de l'image. Voilà, donc ça, je ne sais pas, ça répond à ta question, Simon? Oui, ça pourrait être une piste. Voilà, donc ça, c'est le même diagramme, mais un tout petit peu plus élaboré. Et là, pour le coup, plus formel, parce que là, c'est les vrais noms, c'est les noms des propriétés techniques là, qui sont mis sur le... Donc, c'est les vrais identifiants de l'ontologie qui sont positionnés sur ce diagramme. Qu'est-ce qu'on y voit en plus? On y voit comment s'articulent un peu plus précisément les sujets avec les concepts. Donc, les sujets peuvent avoir des thèmes, peuvent avoir des statuts, peuvent être typés. On voit un petit peu plus précisément les articulations aussi au niveau de la boîte sujet. Alors, on a des grandes propriétés au niveau des sujets donc, qui s'appliquent vraiment à toutes les notions ici. On a un lien de partitionnement, as part, is part of. Donc là aussi, avec le parti pris de dire, en fait, je veux tout pouvoir partitionner. Donc, on a une sémantique très générique qui dit, en fait, tout sujet peut se décomposer en sous-sujets. On a des liens un lien d'inspiration ici. Un sujet peut en inspirer un autre ou peut être inspiré par un autre. Là aussi, placé à un très haut niveau conceptuel pour que ça s'applique à toutes les notions. Si on descend un petit peu, donc on a les lieux qui peuvent accueillir ou inversement les paires qui peuvent être situés dans un lieu. On a les agents qui peuvent se follower entre eux. On a les acteurs qui peuvent être caractérisés par un champ d'activité. Donc pour dire ils travaillent dans tel domaine ou dans tel secteur d'activité ou dans telle branche. On a des liens entre les individus, donc les personnes et les organisations. Telle personne est membre de telle organisation. Les liens entre les acteurs et les activités. Tel acteur participe, involved in et est impliqué dans telle activité, donc typiquement dans un projet. Et puis les articulations entre les acteurs qui brainstorment des idées, les idées se nourrissent entre elles et les idées sont concrétisées par des activités, typiquement des projets. On retrouve les liens d'articulation entre les agents et les ressources, consumes, produces, uses, offers, needs. Voilà, au niveau intentionnel, rien de plus. Donc je passe tout de suite au diagramme complet. Voilà, soit ça c'est la même chose avec encore plus de petites boîtes et encore plus de petites flèches. On voit notamment la subdivision des ressources ici en sous-catégories de ressources sur lesquelles peut-être là aussi, Guillaume, tu peux dire un mot entre les bit-based resources, les concept-based resources, atom-based resources, model-based resources et human-based resources. Ouais, on a repris une classification des ressources qu'avait proposé Bernard Chabot, dont Thomas a évoqué le nom il y a quelques minutes. Mais on l'a hacké un petit peu, notamment en introduisant cette idée de human-based resources, et ça fait écho à la question que tu posais, Michel, à savoir, ouais, il y a des acteurs qui peuvent être des ressources parfois, et donc là, typiquement,
on aurait des human-based resources sous la forme de compétences et de temps, quoi. Donc, ce ne seraient pas les personnes en tant que telles qui seraient considérées comme des ressources, mais leur capacité à mobiliser des compétences et à consacrer du temps sur des tâches ou des activités, etc. Bit-based ressources, c'est assez transparent, quoi. Ce serait toutes les ressources de nature immatérielle, numérique, et donc ça peut être des logiciels, ça peut être des ontologies, ça peut être plein de choses. Concept-based resources, là, typiquement, ça peut être des méthodologies. Une méthodologie, c'est une ressource, mais qui est basée sur des concepts, sur des idées. Atom-based resources, là, ce seraient les ressources matérielles. Donc là, on pourrait les associer à la notion de bien. Accessoirement, dans les human-based resources, on peut avoir la notion de service qui en découle assez naturellement. Atom-based resources, on a la notion de bien tangible. Et donc avec une réalité physique, même si tout est une réalité physique. Et ensuite, on a rajouté ce concept de money-based resources parce que c'est quand même une ressource importante dans le monde contemporain. Voilà. On pourrait ajouter des ressources naturelles aussi, comme une subcatégorie, sous-catégorie des atom-based resources. Mais on ne l'a pas fait pour le moment. Et pareil pour les ressources énergétiques. Ouais. J'aurais bien une question là. C'est le moment. Et, du coup, on voit un concept là qui est bien travaillé, qui peut servir de base pour différents projets. Je pense particulièrement à celui qu'on porte là sur la description fonctionnelle de l'écosystème low-tech. C'est là-dessus que Assemblée Virtuelle a proposé de s'impliquer dans le projet qu'on porte. Donc là, on a une façon de structurer l'information. Comment ça peut évoluer? Là, c'est autonome. Pour autant, c'est figé ou on peut éventuellement, en fonction des besoins, imaginer qu'à un moment, on met des choses supplémentaires. On peut revenir sur la structuration profonde de l'ontologie au bout d'un certain temps où ça, c'est figé définitivement. Et après, c'est du contenu qu'on enrichit, mais sans changer la structuration de base. En gros, jusqu'à quand il y a une souplesse dans une description? J'ai mal posé ma question. Non, je sais pas. Non, mais en fait, il y a rien de figé. Hein. Il y a rien de figé. D'accord. Il n'y a rien de figé. C'est des choses qui évoluent. Alors, le rythme qu'on s'était donné, on essaye de garder la modulo, la bande passante de chacun et la mienne en particulier. Le rythme qu'on s'était donné, c'était de faire 2 versions de l'ontologie par an. Donc, de faire deux releases, une au mois de juin, une au mois de décembre. Et ce qui manque, donc là, en fait, je ne l'ai pas dit en introduction, mais j'ai dit en introduction que ce travail, c'était un travail, c'était la conjonction en même temps d'idées et d'envie qui venaient de Guillaume, de conceptualisation qui venait de Bernard et d'ingénierie qui venait de moi, mais en fait, il manque aussi des retours terrain. Et donc, je crois qu'en fait, s'il y a un usage de cette ontologie dans des vrais projets, on sera friand de vrais retours d'expérience sur l'utilisation de cette ontologie pour l'enrichir. Donc l'idée, c'est qu'à la fois chaque projet pourrait prendre ce cadre conceptuel entre guillemets qui est pair, et puis le préciser pour ses propres besoins, en faisant une extension de cette ontologie pour préciser des choses, créer des sous-classes, créer des propriétés plus spécifiques pour ses propres besoins, et tout à la fois faire remonter
des besoins au groupe là qui fait évoluer l'ontologie pour que ce soit intégré éventuellement si on pense que le cas d'usage est partagé et si ça a vocation à atterrir dans pair pour que ça évolue, quoi. Ok. Donc, on a la liberté de faire évoluer une instance très personnelle d'expérimentation et vous avez une organisation qui permet de sélectionner l'info que vous trouvez pertinente derrière avec une périodicité donnée. Bah, voilà, on s'est donné cette périodicité, en tout cas de release biannuelle. Pair, alors je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, l'ontologie est publiée sur GitHub. Hein. Donc, on peut aller regarder le GitHub de l'ontologie pair et donc faire des remontées par ce biais-là, hein, éventuellement. Donc, les diagrammes que je vous montre, là, ils sont là. Hein. Ils sont dans donc, dans le GitHub, vous trouvez conception, implémentation, dissémination. Les diagrammes que je vous montre, ils sont dans la partie dissémination. Hein. Et le OWL technique, pour ceux que ça intéresse, il est dans la partie implémentation OWL. Et donc, donc l'idée, c'est de faire évoluer tout ça. Alors, probablement qu'on ne va pas tellement toucher, dans ces évolutions, on ne va pas toucher à l'organisation très haut niveau. Et le niveau très conceptuel, les séparations concept, objet, sujet, ça, on ne va peut-être pas toucher, quoi. Séparation pair, intention, on ne va peut-être pas trop y toucher. Donc, mais c'est l'articulation de ces choses-là, de ces éléments-là entre eux qui sont, sur lesquels on peut discuter. Hein. Thomas, je ne sais pas si je peux poser une question. Oui. Parce que moi, j'ai un problème justement avec l'articulation de haut niveau. Enfin, bon, à la limite, voilà, c'est une articulation. Bon, pour moi, je suis un peu agnostique par rapport à ça, mais je travaille avec pas mal de types d'ontologie. Et le problème qu'on a souvent, c'est un peu d'aligner ça, c'est-à-dire d'être capable de dire… Parce que là, pour moi, elle est presque à l'envers de ce qu'on fait habituellement. C'est pour ça que je dis ça. Hein. Mais ce n'est pas très grave, en fait, hein, mais simplement, des fois, on a besoin d'avoir en gros l'équivalence, c'est-à-dire de se dire, bon, en gros, dans telle ontologie, ce qu'ils appellent sujet, c'est plus ou moins ça. Voilà, tu vois, parce que là, typiquement, si on est très classique, ce qui n'est pas mon cas, hein, souvent on dit que ce qui est l'actance, c'est-à-dire l'acteur et l'activité, c'est en général ce qui est porteur de l'intention, hein, dans une approche alors hyper classique. Hein. Un actant a une intention, en gros, et quand on a une intention, c'est ce que nous dit la phénoménologie, dès que j'ai l'intention de faire quelque chose, le quelque chose, en gros, c'est l'objet. Ça, c'est ce qu'on dit en philosophie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, mais c'est très classique, en plus, je ne suis même pas d'accord avec ça, mais je veux dire, dans la philosophie assez phénoménologique, assez cognitiviste, enfin assez connaissance, pour le coup, en général, ce qu'on appelle l'objet, c'est ce dont on a l'intention. On a l'intention de faire quelque chose, de se déplacer, etc. Et ce qu'on appelle l'objet, c'est surtout pas un document qui lui-même peut être soit une ressource, soit un actant. Parce qu'une ressource, par exemple, ça peut être quelque chose qui agit, hein, c'est-à-dire un papier vous oblige, hein, c'est-à-dire un témoignage. Ça peut tout à fait être un actant, au même titre qu'une activité ou un acteur, en fait. Hein. Et résultat des courses, le concept, c'est le nom qu'on donne à l'objet. En gros, je simplifie beaucoup. Hein. Mais dans une ontologie très classique, un peu cognitiviste, on aurait plutôt ce câblage-là, actant, intention, objet, concept. Et là, quand on voit ça, c'est vachement marrant parce que c'est tout perturbé par rapport à ça, ce qui est loin de me déranger. Hein. Mais en fait, voilà, c'est ça le truc, c'est que je me dis comment je vais retrouver un peu mes petits si je dois faire tout simplement de l'alignement un petit peu. Si tu veux, en fait, il y a d'abord peut-être on pourrait préciser en fait les libellés de ces grandes masses bleues là, parce que leur vraie dénomination en fait c'est sujet métier et objet métier. Et ça vient de la séparation. Enfin, c'est Bernard Chabot qui a apporté cette séparation-là pour dire en fait je sépare bien les sujets d'un côté dont me parlent les artefacts qui circulent dans l'organisation, donc typiquement les documents, quoi. Donc c'est plutôt sujet métier, objet métier, les vraies dénominations de ça. Et la partie concept, ça vient vraiment c'est hérité de Scos. Et un deuxième élément de réponse, c'est sur la partie intention.
Donc j'ai compris dans ta question qu'en fait les intentions étaient plutôt reliées aux actants, donc plutôt aux agents, et pas peut-être pas à la boîte paire, là. Ça faisait typiquement l'objet des discussions que j'ai eues avec Guillaume, en disant en fait moi ça me paraissait bizarre de lier des finalités, des enjeux ou des moyens à des, je sais pas, des ressources inertes en fait, ou à des idées. Je trouvais ça bizarre. Et voilà. Donc c'est typiquement, voilà, on a eu ce genre de discussion. Bien sûr. Et puis à un moment, on a tranché en disant si la veut faire comme ça, la veut faire comme ça, puis c'est tout. Oui. Donc, Mais ça vaut le coup de mais d'avoir la trace un peu des points de controverse à minima, hein, pour se dire bon, voilà, c'est pas dans le marbre, c'est une discussion. De toute façon, il et n'y a on pas est, en fait, on se rend compte qu'on est plus sur des logiques quand on caractérise les pairs avec des finalités, des enjeux et des moyens. On est plus sur des logiques en fait de classification documentaire, beaucoup plus que de caractérisation ontologique en fait. Et Guillaume l'a dit, en fait, on veut se servir des finalités, des enjeux et des moyens comme des pivots d'interopérabilité pour savoir qui a la même finalité, qui partage les mêmes enjeux, qui utilise les mêmes moyens. Donc, on est plutôt sur des logiques comme ça de classification pour l'interopérabilité, beaucoup plus que sur des logiques de description ontologique, finalement. Et ma foi, pourquoi pas? Et donc, en fait, on avait presque hésité, d'ailleurs, pour ces raisons-là, on avait presque hésité à mettre, et c'était, je crois que sur une version précédente de diagramme, les finalités, les enjeux et les moyens étaient rebasculés sous les concepts, en fait, comme des concepts au sens d'entrée de classification qui servent à classifier les sujets. C'est les concepts de pair, en fait. Ouais. C'est une ontologie d'action, c'est pas une ontologie de concept. En fait, elle est faible en conceptualisation, mais elle est forte en pair, quoi, en interaction, en fait, en intentionnalité collective. C'est pour ça que vous réutilisez d'ailleurs une ontologie de type SCOS. C'est parce qu'elle fournit les bases suffisantes. Oui, oui. Ok, merci. Ouais, c'est pas mal par rapport à cette discussion. Ça éclaire beaucoup quand même sur la logique qu'il y a derrière tout ça. S'il y a quelques documents, sans doute c'est déjà le cas, mais enfin qui expliquent ces intentions dans l'architecture, là, ça serait bien d'y avoir accès. Après, on aura la possibilité de discuter avec vous, hein, j'imagine, mais s'il y a des endroits où vous avez tracé des pads sur les discussions, sur les machins, ça peut être intéressant qu'on puisse les consulter. Dans le chat, j'ai mis un article de Bernard Chabot qui détaille un petit peu ce qu'il appelle les dichotomies qui structurent globalement l'architecture de l'ontologie pair, parmi lesquelles on trouve les dichotomies entre l'objet et le sujet, entre les intentions et ce qu'il appelle les extensions. Alors, stop, je t'arrête, Guillaume, stop. Non, c'est pas ça, non, il faut pas, non, c'est pas du tout la même dichotomie que celle qu'on a dans Pair, non. Et je suis désolé, hein, parce c'est parce qu'on a eu des longues discussions là-dessus et on a réutilisé le terme intention, mais c'est pas du tout dans le même sens que celui qu'a utilisé Bernard. Néanmoins, le papier que tu cites vaut le détour, mais il faut faire attention au contresens. Oui, effectivement. Ça veut dire que si on comprend le papier, on ne comprendra pas forcément l'intention qu'il y a dans le graphe. Là. Non. Ok. On comprendra la dichotomie. Pour certaines dichotomies. Oui. La dichotomie sujet-objet, oui. Mais cette dichotomie intention-extension, elle n'est pas valable. Elle ne s'applique pas à ce que vous voyez là au diagramme que vous voyez. Si on veut avoir une autre source de documentation, ça peut être le channel de discussion Slack, hein, sur lequel on avait pas mal échangé. Si vous voulez faire de l'archéologie, des échanges, c'est possible aussi. Tout ça manque, cette ontologie manque de documentation conceptuelle. Hein. C'est pas, les définitions ne sont pas posées à part pour certaines classes. On a mis une petite phrase de définition quand même, mais ça mériterait plus de matière conceptuelle en termes de définition. Et c'est un chantier qu'on va mener dans les prochaines semaines, prochains mois là.
Il est 17h38. Thomas, tu as encore quelques minutes ou il faut que tu files? S'il y a une dernière question, je peux prendre une dernière question. Alice posait la question sur le chat du lien entre les projets, les acteurs, les activités. Du lien entre les projets, les acteurs et les activités, c'est-à-dire comment on le décrit, c'est ça? Alors moi, la manière dont je l'ai compris, c'est le fait qu'un projet peut hériter de propriétés issues du concept d'acteur et peut hériter de propriétés issues du concept d'activité. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, les emboîtements qu'on voit sur le diagramme. Oui, pardon, je l'ai pas dit, mais les emboîtements qu'on voit sur le diagramme, effectivement, comment dire, sont des emboîtements logiques qui font que une boîte qui est au niveau le plus bas hérite de tout ce qui est au-dessus. Hein. Donc, un projet est une activité et donc à ce titre, par exemple, hérite du lien la as sub-activity qui est au niveau activité. Un projet est une activité, donc peut être lié à un acteur par le lien involved in, involves. Voilà, donc il y a un mécanisme d'héritage qui fait que typiquement c'est par ce lien involved in qu'on peut dire qu'un acteur, donc soit un individu, soit une organisation, participe à un projet. Et sur la participation, on a soit un lien de participation directe, donc involved in, soit le même lien avec ce qu'on appelle une réification, donc une petite entité intermédiaire qui va porter une information supplémentaire qui va être le rôle de l'acteur dans le projet. Pour dire, en fait, cette personne, elle est impliquée dans tel projet en tant que chef de projet ou en tant que designer ou en tant que développeur. Moi, j'avais une autre question, c'était sur la méthodologie. Est-ce que vous préférez qu'on demande des évolutions lorsqu'on est sur des projets concrets où il y a des choses où le modèle ne répond pas, ou l'ontologie ne répond pas aux besoins? Est-ce que vous préférez qu'on fasse des demandes d'évolution? Est-ce que vous préférez qu'on fasse des ontologies parallèles avec des références à l'ontologie existante? Est-ce que vous préférez qu'on fasse, comment vous voulez travailler? Quel est le processus pour vous idéal? Est-ce que vous préférez qu'on se concentre sur l'évolution de version de l'ontologie existante, ou est-ce que vous préférez qu'on forque pas, mais qu'on décline des ontologies dérivées et qu'on vous les envoie en disant, voilà, pour tel projet, tel besoin, parce qu'on a le cas déjà dans 2 ou 3 projets, dans tel projet, tel besoin, on a rajouté ça. Pour information, c'est ici. Le fichier OWL, il est là. Et débrouillez-vous avec, quoi. C'est un peu la posture. Quelle posture vous attendez? Je sais pas, moi je suis. C'est-à-dire qu'il faut à la fois, bien sûr, s'il y a un besoin qui n'est pas couvert par pair et qu'on a la possibilité de l'étendre dans un projet particulier en créant son extension, son ontologie particulière pour le projet, il faut le faire de toute façon pour que le projet il avance et qu'il puisse continuer. Donc il faut créer son extension et en même temps faire remonter le besoin au groupe qui travaille sur l'ontologie, mais peut-être pas juste en disant regardez, le OWL il est là, mais aussi en donnant le cas d'usage, en expliquant le cas d'usage. Parce que c'est ça qui est intéressant en fait, c'est de dire en fait nous, parce qu'on a ce besoin-là, on a fait cette extension-là. Voilà, donc il faut donner un peu de contexte quand même pour expliquer le cas d'usage, pour qu'on puisse juger derrière si ça vaut le coup de l'intégrer et comment ça s'articulerait avec pair. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Parfaitement, merci. Et pour les connaissances nécessaires pour faire ces actions de notre côté, vous avez soit des gens en interne à Assemblée Virtuelle qui peuvent guider, soit on peut envoyer des gens externes qui n'ont pas forcément vos connaissances et vous pouvez leur donner le kit
connaissances qu'il faut pour qu'ils puissent justement faire leurs tests, leurs créations, voir ce que ça donne et tout ça. Il y a moyen de faire. Enfin, vous voyez comment on fait pour mobiliser sur les projets les compétences qu'il faut pour faire justement ce que vous venez de dire. Je laisse la parole à Guillaume parce que je dois vous laisser. Ok, merci. Merci beaucoup. Salut. Je crois qu'il faut que tu redonnes le... Oui, je suis en train de le faire. Hop. Trop cool, c'est moi le boss maintenant. La question. Oui, pour développer de nouveaux modules ontologiques. En fait, je pense qu'il y a une différence entre des demandes qui sont assorties de budget et des demandes qui ne sont pas assorties de budget. En bénévolat, là, c'est de plus en plus compliqué de mobiliser les gens parce que voilà, il y a pas mal de boulot, quoi. Après, dans le cadre de budget, Thomas, ça pourrait l'intéresser, Bernard, ça pourrait l'intéresser. Accessoirement, dans l'équipe, on n'a pas parlé de l'équipe qui est mobilisée autour de l'ontologie pair. On est globalement 4, quoi. Il y a Gabriel ici présent qui n'a pas parlé. Thomas, Bernard et moi. Gabriel et moi, on est plus sur la partie expertise métier, là où Thomas et Bernard sont plus sur la partie expertise technique. Et c'est souvent la conjonction de ces deux approches ou types de compétences qui est intéressante et qui est pertinente pour modéliser des ontologies métiers. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Après, en mode bénévole, voilà, il faut que ce soit cool, quoi. Il faut que ce soit intéressant, sinon on n'y arrivera pas. Ok. Peut-être un autre truc que je voulais partager sur la philosophie sous-jacente de l'ontologie de l'ontologie pair. Là, il y a l'idée que ce qu'on a modélisé, c'est des concepts qui sont quand même assez haut niveau, quoi, et qui peuvent se retrouver dans la multiplicité des communautés, des organisations, des aventures, des projets qui nous intéressent, quoi. Par exemple, le concept d'individu, il est transversal à l'ensemble des communautés, quoi. Celui d'organisation, pareil. Celui de ressources, également. Celui de tâches, de projets, d'événements, de finalités, d'enjeux, de moyens, le concept de type, de rôle, de statut, de document, tout ça, quelle que soit l'organisation, le domaine, le métier, etc., on retrouve ce genre de choses, quoi. Et donc, dans cette perspective, on peut s'attendre à ce qu'elles répondent assez bien à la diversité des besoins qui pourraient s'exprimer à un niveau relativement générique dans la diversité des communautés. Et donc, c'est un peu ça l'enjeu de l'ontologie pair, c'est de se situer au niveau d'abstraction et de généricité le plus pertinent, qui permettent à la fois d'exprimer la complexité ou la richesse d'une organisation ou d'une communauté et à la fois de correspondre à la diversité des communautés ou des organisations, quoi. Enfin voilà, je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer clairement, mais voilà, il y a ce curseur entre généricité et expressivité de la complexité qu'on essaie qu'on a essayé de bien positionner avec l'ontologie pair, quoi. Avec un enjeu qui est que si on partage les mêmes concepts de haut niveau comme ça, on va favoriser l'interopérabilité des communautés, des organisations par-delà la diversité de leur domaine métier, quoi. Gabriel, tu voulais compléter, je crois. Plutôt poser une question à propos de généricité. Je me la pose concernant un nouveau type de concept qui est le rôle. Est-ce qu'on peut retrouver ce type de concept par ailleurs ou d'autres choses que des rôles? Tu me la poses à moi, la question Oui.
puisqu'en fait, on n'avait pas été jusque-là quand on avait fait les choses ensemble. Et du coup, mince, j'étais un peu distrait ou alors pas suffisamment réveillé. Tu peux répéter la question? Je vois apparaître rôle sur le diagramme. Ouais. Il me semble que c'est un nouveau type de concept. Je voulais savoir si c'est un nouveau type qui est générique ou c'est uniquement pour le rôle que ça a été mis en place. Mais je crois qu'il y aura des... on va spécifier les rôles en fonction des rôles dont on parle. Par exemple, des acteurs qui suggèrent des idées avec un rôle, ça peut être l'auteur de l'idée, l'éditeur de l'idée, le promoteur de l'idée, etc. Donc là, on pourra avoir un certain nombre de rôles spécifiques à cette relation entre des acteurs et des idées, de la même manière qu'on pourra avoir une notion de rôle spécifique à la relation entre des individus et des organisations, quoi, avec par exemple membres, investisseurs, salariés, etc. etc. Et pareil, je crois que la notion de rôle apparaît sur d'autres relations. Et donc là aussi, il y aura une spécificité liée à la nature de cette relation. Est-ce que ça répond? Oui, ça répond. Et je rajouterais qu'il y a un niveau d'information qui est donné avec le rôle. Est-ce que ce niveau d'information, on va le trouver sur d'autres notions? Malheureusement, je n'ai pas d'exemple concret en tête. Ah mince, je disais que j'avais du mal à comprendre la question et du coup, je ne savais pas comment y répondre. D'accord. Donc, le rôle qualifie une relation. Est-ce qu'on a autre chose qui pourrait qualifier la relation autrement que le rôle? D'accord, 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 d'accord. Ça, il faudrait peut-être... il y a la notion de statut qui apparaît dans l'ontologie. Et ça va être aussi une relation ternaire, comme pour le rôle. Enfin, relation ternaire, on va pouvoir appliquer des informations qui vont porter sur la relation. Et donc, par exemple, bref, voilà, je crois que... Mais j'ai pas creusé en fait l'usage de ces, à la fois du concept de rôle et de statut. Merci. C'est hyper clair pour tout le monde. Sauf pour Eddy. Eddy, tu avais un truc à... C'est très clair. C'est très clair qu'il y a des questions. Mais non, c'est plutôt que je me dis que les cas d'usage, c'est ça qui triera dans la réalité. C'est-à-dire, je pense qu'il faut prendre un cas, enfin, chacun qui est porteur un peu d'un cas, et puis essaye de l'utiliser. Puis s'il arrive à modéliser, bah, bingo. Si on n'y arrive pas ou que ça bloque ou que ça donne rien après, parce qu'après, il y a toute la question. Une ontologie, c'est bien, mais c'est un objectif. Ça sert souvent à faire de la classification ou des choses comme ça. Bon, là, moi, je reste sur le feeling qu'en fait, c'est une ontologie d'activité plus qu'une ontologie de concept, ce qui me va très bien par ailleurs. Hein. Mais mes résultats, j'ai plus une question de dire à quoi ça sert. Alors moi, je sais, hein, parce que j'en ai fait sur les processus. Par exemple, je fais des ontologies sur des processus, mais c'est très, très, très rare qu'on fasse des ontologies sur les processus. On fait toujours des processus sur des éléments à classifier qui sont très nombreux pour pouvoir tout simplement formaliser les concepts d'un domaine. Quoi. En gros, en ingénierie de connaissances, c'est à peu près ça, c'est à ça que ça sert. Donc là, il y a un mélange des deux. Et il y a une force qui est plus importante sur le bloc activité que sur le bloc concept. Il y a une tentative de lier les deux. Donc, on y arrivera. Et tu as raison, de toute façon, Guillaume. Après, les concepts eux-mêmes, c'est des concepts basiques de chez basique qu'on retrouve dans toute ontologie. Donc, je dirais que c'est plus ce qui manque, c'est ce qu'on a, enfin, ce qu'on n'a pas, c'est justement un peu l'arrière-plan et puis comment on peut essayer de l'utiliser au mieux. Je pense qu'avec des cas d'usage, après, bon, ça se clarifiera en fait. Ça permettra de... faut faire passer faut faire passer sur des cas d'usage et puis qu'est-ce qu'on en sort en fait.
ça le vrai. Alors après, c'est vrai que SCOS, du coup, on est quand même très contraint de l'utiliser parce que c'est ça qui va nous donner vraiment la partie ontologie classique, quoi. Mais SCOS, on l'utilise uniquement pour la boîte de concept, à savoir Oui, les types, les thèmes, oui. les champs d'activité, quoi, secteur, branche, domaine. On ne l'utilise pas ailleurs. Mais effectivement, enfin, la clé là, ça va être les cas d'usage et qu'est-ce qu'on va utiliser de l'ontologie. Il y a peut-être plein de choses qu'on ne va pas utiliser, dont on ne va pas ressentir l'utilité ou la nécessité. Et à travers les cas d'usage, on va la faire évoluer, quoi. C'est un projet de recherche, action, développement, chemin faisant, quoi, hein. C'est la deuxième version sérieuse ou la troisième de l'ontologie. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas véritablement les outils pour pouvoir en manipuler la substance ou la complexité. Là, la nouvelle version de CMAPS, ça va nous permettre de jouer véritablement avec. On va pouvoir l'implémenter dans plusieurs contextes qui sont à la fois intéressants et différents, quoi. Low-tech avec Michel, cartographie d'écosystèmes en Normandie, en Bourgogne, avec Territoire en commun passerelle Normandie, à l'UTT également, potentiellement dans le domaine des neurosciences, avec vous, Hans et Romain, et ailleurs également. Bon, et du coup, ça va nous faire plein de matières qui va être hyper intéressante, quoi. Après, je me permets d'ajouter un point. Je crois que l'enjeu majeur de l'ontologie pair, enfin, souvent on modélise des ontologies pour modéliser des domaines de connaissances. Et là, paradoxalement, c'est pas l'enjeu majeur. Celui qui nous intéresse plus particulièrement, c'est l'enjeu de l'interopérabilité, quoi. Créer les éléments de base d'un langage commun qui permettent de mettre en synergie la diversité des organisations dans une diversité de domaines, quoi. Donc peut-être que ce focus sur l'interopérabilité aussi fait que on sort un petit peu des cadres classiques de la modélisation d'ontologie dans le domaine, ouais, dans le monde web sémantique. Après, ouais, nous, on n'a pas forcément le recul d'ailleurs sur les autres pratiques de la modélisation d'ontologie. Ouais. Et peut-être un autre point, enfin pour compléter la question par rapport à voilà comment spécifier l'ontologie pair au regard de cas d'usage métier ouais, dans des domaines X ou Y. Quand on aura stabilisé un petit peu la version, enfin l'ontologie pair dans son cœur générique, l'enjeu derrière, ça va être effectivement de développer des modules. Alors, enfin, moi, je les appelle modules fonctionnels et modules métiers, quoi. Mais par exemple, caractériser cette relation d'offre et de demande qui permet de déployer des places de marché. L'enjeu, ça va être de concevoir une ontologie spécifique aux places de marché pour aller dans la finesse de cette relation d'offre et de demande, par exemple, quoi. Aujourd'hui, donc on reste à ce niveau très générique offre-demande, mais demain, on pourrait spécifier cette relation en intégrant les notions de prêter, de donner, de louer, d'acheter, etc., etc. Et du coup, créer un module de place de marché qui permettrait de compléter l'ontologie pair dans sa version générique, quoi. Pareil pour produire, consommer. Derrière, il y a toutes les approches PLM et les modélisations dans le domaine de l'économie circulaire qui pourraient être creusées et spécifiées et affinées, alors que là, on reste sur un niveau très générique, produire, consommer, quoi. Donc, bon, ça, c'est pour l'aspect fonctionnel. Et après, effectivement, sur le domaine low-tech, on pourrait créer un module d'ontologie qui serait adapté et spécifique au monde des low-tech, quoi, avec les concepts de ressources propres à ce monde-là, etc. Donc, il y a tout un écosystème de modules ontologiques qu'on peut envisager de plugger, de déployer en relation avec des cas d'usage spécifiques et qui nous permettraient d'enrichir un petit peu
le vocabulaire qui pourrait venir structurer les systèmes d'information qu'on a vocation à développer ou à déployer avec les projets logiciels à son virtuel, mais pas seulement, avec les projets logiciels solides. Juste, je peux encore poser une question? Je coupe la parole à personne là. Ok, non, ça va. Prenez la parole hein, si j'ai déjà trop monopolisé. Ok. Est-ce que en fait toute cette description que vous faites là peut aider à être efficace pour la mobilisation de communs qui sont fournis par d'autres acteurs? C'est-à-dire, vous allez décrire des fonctionnements, des relations entre différents concepts, acteurs, et nous, enfin, et puis tout l'écosystème, en particulier l'OTech, travaille sur, par exemple, un commun qui pourrait servir à faire du contrôle entre pairs sur du contenu scientifique. Un autre va travailler sur un commun qui permet de faire du fonctionnement, du financement participatif sur un objectif. Un autre va travailler sur un commun qui va être la façon de mettre en relation une administration avec des acteurs dispersés. Bon, bref, il y a plein de communs sur lesquels on essaye de travailler. Et vous décrivez en fait les liens qu'il y a entre ces différents acteurs. Est-ce que au-delà de la description, est-ce que votre outil, à un moment, pourrait permettre de faire en sorte que ces communs soient mobilisés hyper efficacement et que les acteurs soient dirigés vers les communs efficaces pour faire les actions qui sont décrites en fonction des relations qu'ils ont entre eux? C'est ça, moi, le rêve que j'ai derrière le travail que vous êtes en train de faire. Simon, tu veux répondre? Je vais essayer, mais tu pourras compléter. En fait, l'assemblée virtuelle, on fait un travail technique pour la transition. Après, il ne tient qu'à des projets tiers ou à l'assemblée virtuelle de faire des projets politiques qui se servent de cette technique au service de la transition. Il y a Transiscope, il y a les schémas de la transition, il y a plein de projets qui ont des sensibilités politiques différentes et qui se servent ou qui ont l'intention de se servir de cette technologie-là pour le bien commun, quoi. Après, c'est des questions de droit. Il y a beaucoup de questions de droit d'usage et données et de licence et de qui produit quelles données et que qui donne accès à quelles données et que tout n'est pas open data, donc tout n'est pas partageable et pas accessible. Donc, c'est des questions de dynamique humaine, de projets politiques et de droit d'accès, plus que des problèmes techniques. Et il ne tient qu'à nous tous de faire des projets magnifiques. En résumé, techniquement, pas de verrou, mais à être bien conscient que c'est pas le verrou, c'est pas la technique c'est toute l'organisation qu'il y a derrière qui est primordiale, quoi. Ok, ça marche. Est-ce que d'autres questions, d'autres remarques? Gab? En tout cas, concernant la prise en considération des cas d'usage, je suis intéressé aussi par situer les besoins par rapport à la visée d'interopérabilité. Donc là, ça, c'est la question que je me poserai constamment, quoi. Ouais, c'est pour ça que, à mon avis, c'est vraiment important qu'on arrive à maintenir ou à créer les canaux de communication adéquats qui permettraient de faire remonter les besoins des différentes communautés en termes de modèles d'ontologie. Par exemple, Simon, si vous avez besoin de certaines
classe, propriété, relations pour Passerelle Normandie, c'est hyper important que vous les fassiez remonter de manière à ce qu'on puisse faire en sorte de les intégrer et de répercuter les évolutions que vous pourriez appliquer de votre côté dans les autres projets, quoi, de manière à ce que voilà, on conserve des vocabulaires communs par-delà nos différents projets, avec sachant qu'il je pense qu'il y a une différence. Par exemple, le projet en Normandie, là, voilà, il va y avoir cartographie des tiers-lieux, cartographie des acteurs de la santé, cartographie des acteurs de l'alimentation durable. Donc, il y a plein de concepts qui vont être vraiment spécifiques à ces domaines métiers là. Et là, théoriquement ou potentiellement, ça n'a pas vocation à être remonté quand il s'agit de concepts propres à la santé, par exemple, à être remonté et intégré dans le cœur de l'ontologie pair. Par contre, si vous avez besoin par exemple, d'un concept d'image, là, c'est différent, quoi. C'est un truc qui est générique et qui pourrait être répercuté sur la diversité des projets qui utilisent l'ontologie pair, quoi. Donc il y a sans doute cette distinction à opérer entre ce qui est de l'ordre du générique et du spécifique. Il est très important qu'on puisse mutualiser tout ce qui est de l'ordre du générique, quoi. Et derrière, c'est un travail qu'on avait commencé à faire autour du métier de l'agriculture, enfin du domaine de l'agriculture et de l'alimentation. Là, potentiellement, il y a déjà des acteurs qui sont positionnés, comme Elsear, comme Data Food Consortium, Open Food France, avec lesquels on bosse d'ailleurs. Là, l'enjeu, putain, si on pouvait... Fondation Carasso bientôt peut-être, si on pouvait créer des instances où ces différents acteurs peuvent se mettre autour de la même table pour créer des vocabulaires communs autour d'un domaine métier commun, voilà, ça c'est la clé, quoi. Et dans un certain nombre, enfin pareil pour les low-tech là, ou pareil pour n'importe quel domaine, quoi. Si on était en capacité de créer les instances et les espaces de coordination et de co-création de vocabulaire commun dans la diversité des domaines métiers de la transition, ce serait top, quoi. Ouais. On t'entend plus, Guillaume? Ah, ok. Mince. Mais je remarquais qu'il n'y avait plus de questions et de propositions d'intervention. Du coup, peut-être qu'on pourrait s'arrêter là. Ou Ouais. moi, je suis très bavard, j'adore ce sujet. Je peux continuer jusqu'au bout de la nuit, hein. Ça dépend de vous. Est-ce que vous avez des prochaines grandes étapes sur l'aspect ontologie pair ou maintenant l'idée c'est les expérimentations domaines particuliers qui prennent le relais En termes de prochaines étapes, là, donc voilà, on pense que l'ontologie, elle est à peu près stabilisée. Donc l'enjeu, ça va être de l'implémenter dans CMAPS V2 et pourquoi pas de l'implémenter également dans d'autres logiciels qui seraient basés sur le web sémantique. Le truc, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, mais Alice, je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne sais pas s'il y aurait un POC possible avec la techno Starting Blocks. De mon côté, je sais qu'on s'est beaucoup concentré sur la mise en production, les besoins clients et tout ça. Donc, on a vraiment focus nos ressources intellectuelles pour assurer la pérennité économique de la coopérative. Mais je pousse depuis longtemps à ce qu'on passe sur l'anthologie pair parce que je trouve qu'il y a un petit peu un trésor pédagogique à l'intérieur. J'ai beaucoup de choses à dire, j'ai pris pas mal de notes ce soir et je pense que je vais ouvrir pas mal d'issues prochainement sur le projet. Du coup, voilà pour moi.
Trop bien. Et par ailleurs, juste un truc que j'aimerais ajouter, c'est que du coup, là, ce qui ressort énormément, c'est qu'on a besoin d'exemples concrets pour comprendre de quoi on parle et être sûr que ça se raccroche à des choses de terrain. Et du coup, j'ai pensé à cette série d'interviews qu'avait organisé le Tech Lab. Et j'avais été interviewée à cette occasion à El Capitan. Et je pense que ce serait peut-être une bonne idée que si ce projet d'interview au sein du Tech Lab continue, qu'on puisse y intégrer un espèce de petit formulaire qui aurait quelque part, qui ferait presque office en fait de générateur de code social, qui nous permettrait en fait de repérer les ontologies de terrain et enfin, en tout cas, essayer de repérer qu'est-ce qui est générique en fait à travers tous ces lieux et je pense que les tiers-lieux sont un beau hub d'activité pour faire ces enquêtes-là. Donc voilà, je sais que Michel, que tu es du Low Tech Lab, toi, peut-être ça t'intéresse de travailler sur ça. Alors, pour être précis, je suis d'Oséon, qui est une structure différente du Low-Tech Lab, mais on est très en lien avec le Low-Tech Lab et c'est effectivement ce qui est prévu, c'est de travailler sur la base des formulaires d'enquête qui portent eux et qu'ils ont déjà porté, de nous-mêmes faire une enquête complémentaire et de rassembler tout ça via assemblée virtuelle autour d'une ontologie dérivée enfin, une instance de CMAPS dérivée de l'ontologie pair. Donc, je pense que, enfin, dis si ça correspond à peu près à l'idée que tu avais, mais c'est ça. Parce que du coup, moi, j'aimerais bien contribuer et pouvoir aussi faire subir ces interviews. Du coup, voilà, on se met en contact quand tu veux. Moi, Bah, ou avec Massimo, hein, j'ai plein de gens super là qui font partie de projets Vector Mais intéressants. ça tombe très bien parce que de toute façon, c'était pour l'instant la seule passerelle, le trait d'union, c'était moi via Guillaume, mais donc du coup avec plaisir. Et d'ailleurs, justement, la motivation principale, même personnelle, qui m'a poussé à intégrer l'écosystème AV, c'est notamment pour apporter les spécificités métiers de mes métiers à moi, pour pouvoir aussi avoir des applications concrètes. Mais c'est des discussions qu'on a vues avec Gabriel, notamment sur les sujets justement de la gouvernance territoriale et sur les sujets justement de la gestion des systèmes complexes à l'échelle, à la grande échelle, quoi. Donc, du coup, le jeu d'acteurs sur l'échelle territoriale. Et ça, c'est très bien. Donc, du coup, avec plaisir. Ça roule. Trop bien, trop bien, trop bien. Juste Guillaume, demain, moi, je me fais la main avec Père à 10h, hein, c'est ça, hein. En fait, on va spécifier un cas d'usage, donc voilà, ça va être mis à l'épreuve dès demain matin. Il n'y aurait pas moyen de faire un canal de discussion pour pouvoir suivre les retours des cas d'usage, ou c'est déjà prévu et c'est moi qui ne suis pas connecté? Bah, le GitHub, normalement, moi j'ai ouvert des issues sur le GitHub. Du coup, je ne sais pas si tu es familier de GitHub. Bah, honnêtement, c'est facile. En gros, tu as un dépôt, tu as des projets et en fait, tu as des issues. Et une issue, quelque part, c'est comme un sujet de forum que tu lances. Et au sein de cette issue, en fait, on peut dialoguer sur la persistance des débats. Et ouais, voilà, considère ça comme un forum où les issues sont des sujets. Je ne sais pas si ma comparaison est bonne, mais oui, je pense. Et du coup, c'est une proposition de l'AV, ça, ou c'est une proposition que tu fais là pour tout le monde Enfin, je veux dire, c'est déjà établi que ces issues sont le lieu de discussion sur commun? Je peux prendre Pour le débattre de relais. l'évolution de l'ontologie, oui. Vas-y, je t'en prie. On a deux outils de travail sur l'ontologie. Le premier, c'est GitHub et le second, c'est le channel ontologie de notre instance de Matrix, donc un chat, quoi. Le GitHub, c'est la voie privilégiée, ouais. Et effectivement, on s'est accordé sur cet usage, ouais. Okay. Donc, publie des issues à chaque fois que tu en ressentiras le besoin. Bah, on est loin parce que, mais ouais, merci. Ah,
Enfin, en tout cas, Michel, je pense que il faut bien que dans le système local low-tech dont on fait partie, qu'on fasse converger, qu'on digère tout ça, qu'on fasse converger effectivement ces questions pour faire de la remontée d'informations et faire une transition avec un canal unique, mais sur laquelle on aura déjà tout nous travaillé de notre côté. Et puis, il faut qu'on arrive à mobiliser des compétences. Mais on en Exactement. reparlera tout ça. OK, ça marche. Julien, tu as tout compris? Hop, je m'invite. Parce que toi, pour le coup, Ouais, bah, j'ai ça, essayé de ça me suivre, mais niveau. en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il faut appliquer pour vraiment pouvoir tu vois, comprendre la substance du truc, quoi. En tout cas, j'ai compris les idées principales, ouais. Mais je pense que faudrait qu'on en discute, parce que je dois avoir des questions, mais pas spécifiquement sur ce truc-là, tu vois, plus sur les ontologies de manière générale. J'ai pas assez manipulé encore. Ouais. Mais ouais, n'hésite vraiment pas. Par téléphone, Visio, GitHub, Chatmatrix, n'importe comment. Yes. Non, mais c'est surtout des sujets concrets, mais bah, ça, je pense qu'il faudra qu'on en reparle quand tu repasseras. Enfin, voilà. Quand j'aurai du temps aussi. Ouais, sinon, tu as Alice à quoi? À 2 km de chez toi, là? Ouais, complètement, ouais. J'ai prévu d'abord. Ok, trop bien. On s'arrête là? Oui, peut-être un dernier point, Simon. Je sais pas si ouais, t'es Oui. toujours là. Mais ouais, dans les prochains chantiers, du coup, là, il y a l'implémentation de l'ontologie pair dans CMAPS pour Passerelle Normandie, pour UTT et pour d'autres projets. Est-ce que vous avez besoin d'aide là-dessus? Est-ce que vous êtes répartis les tâches ou c'est pas encore d'actualité? Répartie les tâches entre qui et qui? Je sais pas, entre Seb, toi, Pierre ou d'autres, pour implémenter Passerelle l'amélioration. Normandie, c'est un projet de data player, donc c'est réparti entre moi et Pierre. Et puis pour les autres, non. Ok, et je crois que Jérémy était intéressé aussi, mais bon, bref, c'est Oui, des et raisons Jérémy, internes. évidemment, c'est Passerelle Normandie. Non, pas Jérémy, je peux ça, Julien, pardon, Passerelle Normandie. Et Jérémy, avec plaisir. Ouais, Julien, il n'était pas intéressé, mais si jamais ça t'intéresse, Julien, de mettre un peu les mains dans le code, welcome, quoi. Sur Passerelle Normandie, tu veux dire? Ça, tu vois avec Simon, ouais. Ouais, je crois que c'est prévu que je récupère le bébé au bout d'un moment, mais pour l'instant, j'ai d'autres sujets. Et je garde un œil dessus, je participerai. Ok, ça roule. Et Un pour petit tour répondre de... complètement à ta question, Guillaume, on a une réunion cet après-midi et si il est possible qu'il y ait besoin de spécialistes d'ontologie pour dériver l'ontologie pair si l'ontologie pair ne suffit pas. Et dans ce cadre-là, on verra si on fait un appel dans l'AV pour trouver des spécialistes d'accompagnement métier pour répondre aux besoins en fonction de la complexité du besoin. S'il n'est pas complexe, on pourra gérer. S'il est trop complexe, il est possible qu'on fasse appel au réseau de l'AV. Ouais, peut-être ah oui, on n'a pas tout dit, hein, mais désolé, ça vient comme ça vient. Par le fait que l'ontologie pair respecte les standards web sémantique, OWL et compagnie, on pourra du coup l'interroger en Sparkle et on a développé un petit outil. Alors c'est pas nous qui avons développé, c'est Thomas qui a développé un petit outil qui s'appelle SparNatural et qui va permettre de faire des requêtes complexes sur la base de l'ontologie pair, quoi, par exemple. Et l'un des enjeux,
on va implémenter Spark Natural dans CMAPS très bientôt pour différents projets. Et donc, on va pouvoir faire des requêtes qui se basent sur la modélisation de pairs. Par exemple, je recherche les individus qui sont affiliés à telle organisation, qui ont pour champ d'activité ceci, qui disposent de telles compétences et qui sont situés en région parisienne, quoi, par exemple. Donc, des requêtes complexes qui vont permettre, si on prolonge un tout petit peu l'idée du truc, entre guillemets, de se réapproprier les algorithmes. Là où d'habitude on confie à Google le soin de rechercher l'information, là potentiellement on peut configurer par nous-mêmes les requêtes qu'on va adresser au système, quoi, via une interface utilisateur accessible à ma mère a priori. En tout cas, ce sera l'enjeu. Ça, c'était le premier point. Et ensuite, un autre point, c'est que l'ontologie pair a la vocation à s'articuler donc avec des modules ontologiques fonctionnels ou métiers, parmi lesquels SCOS par exemple, un module place des marchés, un module gestion de projet, on peut imaginer plein de modules, quoi, ou un module dédié au tiers-lieu, à l'alimentation, à n'importe quoi. Et on l'articule aussi avec ActivityPub. Donc ActivityPub, c'est un protocole qui est basé sur une ontologie qui s'appelle ActivityStreams, qui permet de décrire les activités, les événements. Et donc là, on est vraiment sur une ontologie de nature fonctionnelle, quoi, mais qui permet d'apporter toute la dimension réseau social, actualité, événementielle dans une communauté, quoi. Et donc, on va pouvoir appliquer toute la dimension métier apportée par ActivityPub sur les concepts manipulés par l'ontologie pair, quoi. Et donc, ça va apporter la dimension réseau social, quoi. Et ça va être hyper intéressant. Enfin, on a déjà commencé à jouer un petit peu avec et c'est cool, quoi. Voilà. C'était un petit complément. Petite précision sémantique, Sparda ne permet pas d'interroger l'ontologie, il permet d'interroger des données qui respectent l'ontologie. Génial. On est encore 7 survivants qui ne veulent pas lâcher, hein. Je vous ai tendu 10 perches pour qu'on arrête la réunion, mais non, vous êtes toujours là. Nous, il y a l'apéro là qui attend, merde. Tu sembles avoir le bonjour d'Alice, Lilian. Ah, c'est Lilian. Je me doutais que c'était lui. Attends, j'ai jamais vu. Je peux voir Lilian en vrai? Lilian, t'es réclamé là. Ça, je vais Les irréductibles. Tu vois, t'es ton fan club. Mais Guillaume, il parle de toi. Hein. Bon, mais très bien. Sur les low-tech notamment. Mais quand je t'ai appelé, non, on ne faisait pas autour d'un vrai verre. Ben, moi, il y a un terme, je ne vais pas prolonger votre truc, mais justement par rapport à juste la notion de low-tech, moi j'ai un concept qui me plaît beaucoup plus, qui est l'idée d'un cyber-Moyen-Âge. Et c'est un mélange de low-tech et de l'appropriation des technologies, ce sur quoi vous êtes. Mais voilà, pour moi, il faut vraiment mixer ces deux univers. Voilà, c'était mon petit plaisir de l'apéro. Moi, j'en peux plus des réunions qui… Allez, c'était le signal. Je pense que c'est le moment de conclure. Okay, bon, bonne soirée à vous, hein, c'est très chouette. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Très éclairant. Et on a enregistré le truc, du coup, on vous partagera l'enregistrement que vous pourrez le regarder le samedi soir avec vos amis, votre famille, tout ça, ce sera génial. On se dit à très bientôt, Eddy, on se voit demain du coup.
Demain à 10h. Ouais, ça. Allez, ça roule. Allez. Super. Bonne soirée tout le Salut. monde. Merci d'avoir été. Merci à vous. Bye.